Le truc auquel on n'est pas préparé. Bon, en fait, des trucs auxquels on n'est pas préparé, il y en a un paquet. Ce qui se passe, c'est que j'ai été élu président de la section départementale du CNEF de Savoie. Le sujet, c'est que, du coup, comme la section vient de démarrer, qu'elle n'existait pas avant et qu'elle existe maintenant, eh bien, il y a une cérémonie d'inauguration. Et pour cette cérémonie d'inauguration, eh bien, il faut un discours d'inauguration. Et qui doit le faire? Hop là, c'est moi. Alors, on n'est pas préparé à ça en fac de théologie, en fait. On est préparé à faire des prédications, par exemple, mais c'est à peu près, je crois, le seul genre de discours qu'on travaille en fac. Et en fait, c'est un problème parce que il y en a d'autres, des discours. On est des ministres de la parole, et du coup, on est amené à prendre la parole dans des tas de situations différentes. Et celle-ci, c'en est une. Et en fait, moi, j'ai jamais appris à faire un discours d'inauguration, si vous voulez. D'ailleurs, j'ai jamais rien inauguré de ma vie, grosso modo. Du coup, la question, c'est comment on fait? Alors, je vais vous dire comment j'ai fait. Je vais vous dire comment j'ai fait parce que l'erreur, c'est d'y aller au feeling. Le danger d'y aller au feeling, il y en a plusieurs. D'abord, il y a un risque de partir de soi-même. Et ça, c'est le pire point de départ qu'on peut choisir pour un discours. Le deuxième risque, c'est de manquer de structure parce qu'on risque de partir un petit peu dans tous les sens. Et le troisième risque, c'est de produire un discours qui soit sans relief parce qu'on risque d'enchaîner, en fait, les platitudes, quoi. Les trucs qui sont un petit peu attendus dans ce genre de discours et qui les rendent, en général, assez ronronnants et trop longs, même quand ils sont courts. Donc nous, on veut éviter ça, et pour éviter ça, en fait, il n'y a pas de secret, il faut commencer par chercher l'intérêt de l'auditoire. Et il y a deux choses qui peuvent intéresser l'auditoire. Il y a d'abord ce qui peut le freiner, c'est-à-dire qu'il a des objections, et du coup, si on parle de ces objections, ça va l'intéresser. Et puis, évidemment, il y a aussi ce qui peut le motiver. Donc, les freins qu'on peut voir à la création de toute institution, c'est que, en général, avant ça, il s'est quand même passé des choses, il s'est vécu des choses, et il s'est vécu des choses de manière un petit peu informelle, familiale, sympathique. Les relations étaient naturelles, à peu près fluides. Les choses étaient faciles, et on peut se demander si on n'est pas en train de créer, en fait, une usine à gaz, quelque chose qui va compliquer les relations, qui va accentuer l'administratif au détriment de la qualité de la relation qui nous unit. Ça peut être un frein dans la tête des gens. Et puis, dans les motivations, moi par exemple dans ce cas-là, j'en vois plusieurs. La première, c'est que s'organiser de manière institutionnelle, en fait, ça permet de montrer un visage uni vis-à-vis de la société qui nous entoure. Il est en effet assez simple, je crois, de voir le monde évangélique comme une espèce de nébuleuse, un petit peu, qu'on comprend pas forcément très bien. Bon, et bien quand on s'unit comme ça sous un même nom, sous une même institution, en l'occurrence là, le CNEF, on offre un visage unifié au monde qui nous entoure. Une deuxième chose que je pense être source de motivation, c'est le fait d'offrir un garde-fou, parce que en fait, en structurant un petit peu les choses, on établit des règles communes qu'on s'engage du coup les uns et les autres à suivre. Donc on offre un cadre qui est assez clair et on définit d'une certaine manière qui entre dans ce cadre et qui n'y entre pas. Donc on offre un périmètre qui est clair et identifiable pour le monde qui nous entoure, et même, je dirais, pour nous-mêmes. Ça nous oblige aussi à réfléchir à quelles sont nos limites, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et une troisième source de motivation, c'est qu'on offre un interlocuteur pour les autorités. C'est vrai que quand les autorités veulent s'adresser au monde évangélique, à qui est-ce qu'il faut qu'ils s'adressent? Est-ce qu'il faut qu'ils s'adressent à chaque église, chaque communauté de manière individuelle? C'est évidemment impossible. Quand on structure un petit peu les choses, on offre au maire, au préfet, etc., un interlocuteur vers qui se tourner s'il en ressent le besoin, tout simplement. Alors une fois que tu as défini l'intérêt de ton auditoire, l'intérêt qu'il va avoir à t'écouter, que ce soit parce que tu vas traiter ce qui peut le freiner, ou parce que tu vas aborder ce qui au contraire peut le motiver, il va falloir structurer ton discours. Alors comment est-ce que tu vas faire? Si tu as identifié des freins, ça peut être pas mal de les mettre dans l'introduction, parce que ça permet d'accrocher, parce que tu vas pouvoir démarrer en prenant le contre-pied de ce qui est attendu. C'est une manière de démarrer que moi j'affectionne particulièrement. Prendre le contre-pied, c'est quoi? C'est en fait démarrer avec exactement l'inverse de ce qui est habituellement attendu de ce genre de discours.
Donc comme tu as identifié des freins, tu peux démarrer par là, en disant par exemple, qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz? Qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz qu'on est en train de bâtir? Et donc ça, c'est une bonne accroche, parce que vraiment, les gens s'attendent pas, en fait, à ce que tu démarres de cette manière-là, en général. Et ça interroge aussi sur la manière dont tu vas te dépatouiller pour la suite, parce que tu es le président de la section départementale du CNEF, t'es pas censé penser que tu présides une usine à gaz. Donc, comment est-ce que tu vas te sortir de ce pétrin dans lequel tu t'es mis toi-même? Voilà, il y a un petit peu de suspense là, n'est-ce pas? Et ensuite, évidemment, tu vas essayer de rendre ton discours intéressant, de montrer l'intérêt qu'il y a à t'écouter, en disant que, évidemment, c'était nécessaire, et même plus que nécessaire, c'est souhaitable, et ensuite tu fais monter le désir, je dirais, de continuer à t'écouter, en disant, bah maintenant je vais vous expliquer pourquoi. L'étape suivante, et c'est une structure classique de discours que je vous donne là, en fait, c'est de mettre des éléments de contexte. S'il y en a, évidemment, il ne faut pas se les inventer, mais s'il y en a, ça peut être intéressant. Et là, par exemple, un élément qui peut justifier la nécessité de la création d'une structure telle que cette section départementale du CNEF, eh bien c'est la croissance des évangéliques. Il y a des données brutes qui existent, qu'on trouve sur le site du CNEF tout simplement, hein, qui montrent que entre les années 50 et aujourd'hui, on est passé de 50 000 évangéliques en France à 750 000, donc c'est une progression importante, et surtout c'est une progression exponentielle, c'est-à-dire que sur ces 750 000, en fait, il y a eu 100 000 personnes de plus sur ces seules 5 dernières années. Donc ça, c'est un élément qui peut dire, bah voilà, on était peu nombreux, maintenant on est en train de grandir, et quand on grandit, on a besoin de règles pour fonctionner ensemble, parce qu'on ne peut pas fonctionner à 200 comme on fonctionnait quand on n'était que 20, quoi. Quand on n'est que 20, bon, ben, on se réunit, il n'y a même pas besoin de faire des réunions, en fait, on se croise tellement souvent que les discussions informelles suffisent à organiser les choses. Quand on est 200, c'est plus le cas. Donc ça, c'est une manière d'introduire la nécessité de la création de cet organisme. Et donc ensuite, dans le corps de son discours, on va utiliser les motivations qu'on a soulevées. Donc un premier point, ça va être qu'on va pouvoir montrer un visage uni. Le deuxième point, ça va être qu'on offre à la société qui nous entoure un garde-fou, on est garant du fait que ce qui se passe entre nous entre dans un certain cadre et on n'accepte pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et le troisième point, ça va être que, eh bien, on offre un interlocuteur unique pour les autorités, ce qui facilite grandement les relations avec la mairie, la préfecture, etc. Ensuite, donc, tu arrives à ta conclusion et dans ta conclusion, tu vas commencer par boucler avec l'intro. Ça permet aussi de donner une sensation qui est réelle en plus, hein, de complétude. Donc, boucler avec l'intro, ça veut dire reprendre un élément de l'introduction. Donc, par exemple, tu peux démarrer ta conclusion en disant « Alors, est-ce qu'on a construit une usine à gaz ?» La réponse à cette question, évidemment, c'est « J'espère bien que non. » Hein, et donc là, tu vas aussi faire le lien avec les motivations. Par exemple, dans mon cas, je peux expliquer que, en fait, la qualité de nos relations, on veut certainement pas la perdre, parce que c'est ça qui nous permet de présenter un visage uni. Et présenter un visage uni, ça n'est pas une option, puisque c'est de l'ordre de la volonté du Seigneur lui-même, qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres », parce que c'est à ça que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc c'est aussi une manière de désamorcer les inquiétudes légitimes qui peuvent exister, en disant, en fait, on tient à garder ce qu'on a déjà, c'est-à-dire cette qualité de relation, cette fluidité dans les rapports qui sont les nôtres. Ce qu'on veut amener, c'est quelque chose en plus, c'est pas quelque chose en moins. Et pour finir, je crois que c'est important aussi de terminer son discours en ouvrant ce discours, en fait, vers l'auditoire. Le héros d'un discours, pour le dire comme ça, c'est pas l'orateur, c'est toujours celui qui écoute. C'est lui qui, à la fin, doit sentir qu'il a les clés en main. Donc c'est par ça qu'il faut terminer, il faut trouver une manière de donner les clés à l'auditoire en lui disant « En fait, ce qui va se passer à l'avenir, ça va dépendre de vous. » Donc voilà, tu as cherché l'intérêt de ton auditoire, tu as repéré ce qui pouvait le freiner, tu as repéré ce qui pouvait le motiver, tu as ensuite bâti un discours structuré, et enfin tu as fait une conclusion qui bouclait avec l'intro, qui créait du lien entre les différentes parties, et qui finalement s'ouvrait vers l'auditoire pour lui donner les clés de l'avenir. Si tu as fait ça, en principe, tu es sur de bons rails, tu vas faire un bon discours. Le seul dernier petit conseil que je pourrais te donner, c'est de te dire que moins, c'est bien. Parfois, on a l'impression qu'un bon discours, c'est un discours dans lequel on va beaucoup blablater, beaucoup parler, etc. En fait, rien de tout ça. En vrai, un bon discours, c'est un discours dans lequel les mots sont pesés.
Et je crois que personne ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir fait un discours trop court. Si quelqu'un reproche ça, c'est qu'il a été frustré parce que c'était bon et qu'il en aurait voulu plus, mais ça c'est un bon reproche, c'est une bonne chose en fait, faut pas craindre ça. Ce qu'il faut craindre, c'est une assemblée qui s'endort. Ça c'est une vraie crainte à avoir, et pour éviter ça, en fait, il faut suivre un petit peu les étapes que je vous ai données. Si vous les suivez, et en particulier si vous partez de l'intérêt de l'auditoire, normalement ça devrait bien se passer. Et puis, il faut essayer d'éviter toutes les formules creuses, tout ce qui peut ressembler à de la langue de bois. Non, il faut essayer de faire en sorte que chaque phrase, chaque mot soit pesé et un sens soit à sa juste place. Sur ce, prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine vidéo.